Dimanche 1er mars 2026, 14h17 minutes dans les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, même heure à Circa dans la préfecture de la Bina et enfin dans les lacs. C'est le jour et l'heure de la messe médiatique que je ne saurais commencer sans vous présenter mes excuses pour les rendez-vous non tenus des 2 semaines dernières pour des raisons indépendantes de notre volonté. Toutes nos excuses également pour le léger retard que vous constatez ou vous avez constaté dans le démarrage de cette émission, également pour des raisons indépendantes de notre volonté. Je souhaite un bon carême et jeûne aux frères et sœurs chrétiens catholiques et musulmans qui sont en carême en ce moment depuis le 25 février. Pendant ce temps, le fleuve de l'actualité s'inonde encore et toujours. Pour ce rendez-vous, nous avons coopté 4 chapitres pour notre évangile. Les premières sessions extraordinaires de l'année à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment dans les 2 chambres parlementaires sur demande du président du Conseil de la République et conformément au texte de la 5e République en vigueur. Le redémarrage des travaux du cadre permanent de conservation CPC, le litige maritime au corridor Togo-Ghana et l'atterrissage de Patrice Neveu dans le nid des éperviers comme nouveau sélectionneur. Tout ça a égrené avec 2 invités dans l'ordre de leur arrivée. Senior Eric Johnson, le patron du journal L'Union pour la Patrie. L'Union. Oui, le journal L'Union. Point barre. Bienvenue. Bonjour Eric, bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la TV2. Heureux d'être là encore ce soir pour échanger avec vous et vous informer sur l'actualité nationale comme internationale. Merci pour l'invitation Eric. J'espère que l'Union va bien. Tout le monde va bien, merci. D'accord. À gauche, Abbas Issaka, le patron du journal Le Magnan Libéré, à qui je souhaite également une cordiale et confraternelle bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre sur et bon carême à la communauté chrétienne et à la communauté musulmane qui ont démarré depuis le 18 février ce carême. Et on est en plein. On demande à Dieu de nous conduire dans la paix et dans la santé jusqu'à la fin de ce carême. C'est comme un mois béni. Parce que sur les 2 carèmes, la date des 2 carèmes ont coïncidé. Et cette année, on peut dire que le mois de février, le carême là, est beaucoup béni. Très bien. Merci pour la rectification de nous dire que c'est plutôt le 18 février que les 2 carèmes ont démarré. Carême, bon carême, Eric. Vous êtes chrétien? Bien sûr. Catholique? Non. Non. Je suis protestant. Ah, donc vous n'êtes pas en carême? Non. Je suis Eric Tanandé, le prince héritier de la Bina, de Pagoda. La modération, je suis à la modération de cette messe et dans l'ombre, quelques bras valides nous permettent d'être vus et entendus par vous depuis vos salons modestes. Il s'agit de Messan Amouzouti Nanzan, le doyen de la maison, derrière 2 caméras pour nous capturer et transmettre à Agbessi, le prince Agbessi et puis Alexandre Tchalim, du côté de la régie et de la mise en onde, à qui je dis merci pour leur mobilisation. Première session, on commence la messe, première session extraordinaire de l'année 2026 à l'Assemblée nationale et au Sénat, une réponse favorable à la demande du président du Conseil de la République, Fort Eswazina Nyasingbe,
au niveau de l'Assemblée nationale, il semble que 7 projets de loi attendaient, pareil au Sénat, où les préoccupations ont été également annoncées. Est-ce qu'on peut, Eric, déjà se permettre de dire que rien n'ira plus comme avant avec la 5e République? Bon, évidemment que oui, c'est suite à une demande du président du Conseil, conformément à la constitution de la 5e République, à son article 12, alinéa 3, qui dit clairement que lorsque le président du Conseil demande aux 2 chambres de se réunir suivant un ordre de jour, du jour où les 2 chambres dans leur entièreté demandent de cela, les parlementaires doivent se réunir en session extraordinaire pour épulcher des questions importantes de l'heure. Et donc je crois que c'est conformément à cet article-là que l'Assemblée nationale a ouvert sa session extraordinaire et 2 jours après, le Sénat également a ouvert sa session extraordinaire. Et donc, comme tu l'as dit, oui, sur la table des députés et des parlementaires, il y a 7 projets qui ont fait l'objet de discussions au niveau du gouvernement au cours des conseils des ministres. Et donc, ces 7 projets vont être épulchés. Et je dis, dans l'ordre des choses, pour moi, la question la plus importante aujourd'hui, c'est la question sécuritaire au niveau de la région des savanes. Et donc, il y a quand même des mesures, un état d'urgence sécuritaire qui est en vigueur. Il faudra forcément proroger cet état d'urgence-là afin que les forces de défense et de sécurité puissent continuer leur travail et que les citoyens puissent quand même revoir leur sénérité dans la zone afin que les gens puissent vaquer librement à leurs préoccupations. Et donc je crois que pour moi, ce projet-là est très important pour cette session extraordinaire. Oui, Abbas, la même question vous est adressée. Est-ce qu'on va dire que les choses iront autrement avec la 5e République? Parce que vraiment l'implication du président du Conseil, c'est comme il l'a dit et comme les textes le prévoient, sur sa demande, il a répondu ponctuellement à cette demande et les députés et les sénateurs également ont réagi. Est-ce qu'on va déjà commencer par se dire que avec la 5e République, chacun va jouer vraiment son rôle? Oui, effectivement, avec la 5e République, les choses doivent bouger. On parle d'un régime parlementaire. Et lorsqu'on parle d'un régime parlementaire, il y a, on va citer au Parlement, les 2 chambres. Il y a le Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat qui constituent le Parlement. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 chambres étaient en vacances, ils avaient suspendu leurs travaux. Donc d'ici il y a urgence. Il faudrait rappeler et reconvoquer ce Parlement-là pour venir discuter de ces urgences-là. Aujourd'hui, il y a des textes qui sont des projets de loi qui sont sur la table que le gouvernement a pris. Et ces projets devaient être étudiés par le Parlement. Donc on a cité d'abord sur la sécurité où il faut proroger l'état d'urgence dans la région des savanes. Il y a l'économie, il y a une loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Également l'environnement, la loi cadre sur l'environnement également. Et puis il y a un texte qui va transformer le faillage, qui va tous les biens du foyer doivent être transférés à une autre institution qui sera là. Donc il faudrait voter cette acte pour que ça puisse aller plus vite. Je pense qu'avec la 5e République, il n'y a pas de retard à faire. Un régime parlementaire, c'est que le régime doit être plus proche de la population. Ce n'est pas un régime présidentiel où ça doit se décider
de là-haut et par après, rien n'arrive même aux populations. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle conception d'un régime, une nouvelle constitution également qui nous met dans un régime où vous allez voir qu'aujourd'hui le PC est beaucoup plus proche même des populations. Avant, il n'y avait pas ça. S'il y a même des projets à exécuter sur le terrain, lui-même il descend sur le terrain pour faire le constat, pour voir l'évolution de ces projets-là. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour le corriger. Avant, il n'y avait pas ça. Ce qui veut dire qu'avec la nouvelle République, la 5e, nous sommes en train de voir une autre gouvernance dans notre pays. Et il faudrait que ça soit ainsi pour que au moins les populations puissent bénéficier de ce régime parlementaire, puisque nous sommes qu'au début. Et on va voir d'ici 1 an comment ça va évoluer. Le travail doit être fait et de commun accord avec le Parlement qui constitue et l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon régime qui démarre dans de bonnes conditions. D'accord. Comme Eric l'a relevé tout à l'heure, il a été décrété, sinon il a été prorogé, l'état d'urgence sanitaire, sécuritaire dans la région des Savanes. Est-ce à dire que la menace terroriste est encore de mise? Évidemment, on a appris 12 mois de prorogation. Oui, on a appris il y a 2 semaines quand même qu'il y a encore eu une incursion des djihadistes au niveau de la frontière entre le Togo et le Burkina. Et donc très rapidement, les forces de sécurité et de défense du Togo ont riposté pour repousser ces assaillants-là très loin. Ça veut dire que à tout moment, ces menaces-là restent d'actualité. Et là, il faudrait renforcer les forces de défense et de sécurité afin que tous ceux qui nous menacent, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire clairement ce que veulent ces gens. Si on a tout comme l'impression qu'ils veulent juste semer du désordre, de la désolation dans les familles et au nord du pays. Et comme quoi, si ces forces-là ne sont pas repoussées, si ces djihadistes-là ne sont pas arrêtés dans leur avancée, je pense qu'ils nous atteindront ici. Et donc, je crois que c'est très important quand même que cet état d'urgence sécuritaire-là soit prorogé et comme ça a été déjà fait, c'est une très bonne chose par les parlementaires et ça va passer au Sénat et pour revenir au Sénat afin que finalement ça soit acté par le gouvernement. Et donc c'est très important que cela se fasse et pour que nous puissions avoir quand même une accalmie au nord du pays. Sans quoi, tout ce qui est développé là comme projet pour les jeunes, pour les femmes, pour les filles, leur scolarisation, l'éducation, la santé et tout ça, tous ces projets-là ne vont servir à rien. Il faut forcément arrêter ces forces du mal-là pour que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations et que le développement du pays soit aussi amorcé dans cette partie du pays. Oui, et Issaka, nous allons faire un exercice de français. C'est vrai, on parle de l'état d'urgence sécuritaire. Bon, il est temps que le commun des mortels, parce que quand on a parlé de la prorogation encore pour 12 mois de ça, bon, il y a certains qui se posent la question, encore 12 mois, pourquoi? Est-ce que les gens comprennent le bien fondé ou le sens aussi bien littéraire que contextuel de cette expression ou de cette mesure, l'état d'urgence? Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas. Vous êtes un juriste. Oui, je ne pense pas que les gens comprennent le vrai sens de l'état d'urgence sécuritaire. Quand on parle d'état d'urgence sécuritaire, c'est qu'il y a un problème dans une localité sécuritaire. Et on voit comment les gens descendent. Et puis aujourd'hui, par rapport à cet état d'urgence sécuritaire, ça ne concerne pas que
l'armée, ça concerne le plus, même sur le plan social et économique de la région. Nous avons vu une députée de l'opposition qui a critiqué, qui n'a pas voté. Il faut vivre dans la localité pour savoir que cet état d'urgence qu'on a prorogé, ce n'est pour rien. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. C'est compte tenu de la situation sécuritaire dans cette zone. Comment les incursions se font et comment même les jeunes qui sont délaissés à eux-mêmes vont aller au niveau de ces terroristes-là pour venir faire mal à leur population, à leurs parents. Donc il faut mettre, vous avez vu que la dernière fois, avec même la prorogation de cet état d'urgence, il y a eu même le PURS, le programme d'urgence de la région des Savanes, qui a changé de nom et dont même on a encore mis les moyens pour permettre aux populations de ne pas subir les souffrances pour être récupérées même par les terroristes. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la localité, vous n'allez pas comprendre ce qu'on appelle état d'urgence. On ne punit pas les populations, ce n'est pas pour les punir, c'est pour le bien des populations qu'on le fait. Et lorsque le gouvernement fait, c'est après des études, quand l'État prend des mesures, c'est après études sur le terrain. Le gouvernement ne va pas prendre des décisions parce qu'il faut les prendre. On étudie, il y a des gens qui sont installés là-bas, il y a les chefs, les militaires, les chefs de l'état-major de FDS qui est là-bas, qui aussi fait des constats, qui ramènent, qui dit que non, ce n'est pas encore prêt. Nous avons vu que ça ne finit même pas. La dernière fois, on a attaqué le Bénin. Vers le nord, là-bas, il y a des morts. On veut que les gens meurent aussi encore au nord du Togo pour qu'on dise que, après, pourquoi le gouvernement n'avait pas pris ces dispositions pour empêcher ça et faire remédier ça après la mort. Aujourd'hui, le gouvernement prend cette disposition parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. On n'est pas encore arrivé à mettre hors d'état de nuire ces gens-là, cette guerre donc on appelle une guerre asymétrique, où les gens viennent de nulle part et ils surprennent les populations et ils les tuent. La dernière fois, vous avez vu aussi également, il y avait une incursion qui devait se faire depuis le Bénin et le Burkina Faso, plutôt dans un village, et avec la collaboration militaire entre le Togo et le Burkina, c'est le Togo qui est arrivé avec son avion pour éliminer et réduire à néant les incursions qui devaient être au Burkina Faso, là-bas, vers un village de Ouaga qui venait vers ici. Donc je pense que l'état d'urgence sanitaire, il ne faut pas faire de la sécurité. Il ne faut pas faire du mazin pour dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut vivre la localité. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai fait les dernières semaines du mois de l'année 2025. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Même si on ne faisait pas état d'urgence, eux-mêmes, les personnes vont demander, eux-mêmes demander qu'on le fasse. Parce que le gouverneur de la région là-bas, lui ne badine pas avec ça. Monsieur Achadedji, il ne badine pas avec ça. Donc cette situation sécuritaire, il faut la protéger pour la population et éviter de faire des amalgames, des polémiques inutiles, quoi. Alors, ce que je peux ajouter par rapport à tout ce que Abbas vient de dire, il faudrait que l'on comprenne qu'il y a une situation sécuritaire qui nécessite l'intervention de l'État. Si cela ne tenait qu'à une intervention locale, je pense que la région des Savanes est suffisamment nantie pour pouvoir faire face à cette situation de sécurité. Mais lorsqu'on va jusqu'à ordonner un état d'urgence, c'est qu'il y a une catastrophe à laquelle la région n'arrive pas à faire face et la région a besoin de l'aide de l'État. Ça veut dire que il a dit tout à l'heure un truc très important, ce n'est pas forcément uniquement pour la région des Savanes. Il faut penser à tout le pays. Dire que nous n'avons pas besoin de cet état d'urgence sécuritaire, c'est ne pas comprendre la situation que les gens vivent dans cette région. Chaque jour que Dieu fait, il a parlé également d'une guerre asymétrique. Oui, nous sommes en guerre contre ces gens-là parce que
vous ne savez pas à quel moment ils vont venir, vous n'êtes pas en conflit avec ces gens, ils ne vous disent pas, nous voulons ceci, vous ne nous donnez pas, on déclare la guerre contre vous. Non, c'est une guerre, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Parce que, en réalité, comme il y a une ONG allemande qui a fait une étude dans la région pour voir un peu ce qui se passe, c'est dans la région qu'on vient recruter les jeunes pour les amener au front, les former et les ramener pour venir tuer leurs propres parents. Vous pensez que dans cette situation, l'État doit rester les bras? Non, je crois que cet état d'urgence sécuritaire, il est très important pour nous. C'est pour le pays et non pour une région dont les habitants souffrent énormément. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre le risque seul de traverser la frontière entre le Togo et le Burkina sans avoir derrière la tête ce que vous pourrez être attaqué à tout moment. Regardez des gens qui arrivent avec des troupeaux de bœufs, ils sont cachés dedans avec des armes et tout ça. La nuit, ils rentrent dans les habitations et ils commencent par égorger les gens. Comment pouvez-vous savoir à quel moment ces gens-là vont arriver? Qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crois que l'état d'urgence sécuritaire, il est très important et il faut quand même, comme les députés l'ont déjà fait, proroger cet état d'urgence-là jusqu'à l'anéantissement total de ces groupes djihadistes et terroristes. Ce qui est hic dans ça, c'est, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est le fait que des nationaux soient impliqués d'une manière et d'une autre dans ça. Et que faire pour que, effectivement, pour décourager ces candidats au djihadisme ou à l'enrôlement parmi ces malfaiteurs? Non, le problème, je pense que, vous savez, on dit souvent que la souffrance fait le nid même des djihadistes. Ouais. Et c'est pour cela que le gouvernement a introduit le projet au niveau de la région des Savanes. Ouais. Ce projet d'urgence pour permettre aux gens d'être au moins dans de bonnes conditions. Vous savez, la famine peut entraîner cette résilience économique. Donc, quand vous arrivez, ces gens-là arrivent, ils viennent dans votre village, ils voient même le parent de la personne, on vous tend 50 000, 100 000, 200 000, vous les rejoignez, parce qu'ils ont besoin des gens pour venir les accompagner à commettre leurs crimes. Mais si les populations qui sont là-bas ne trouvent pas à manger, ils n'ont rien à manger, c'est déjà facile même pour les recruter. Des choses qu'on fait au niveau de la région, surtout dans des villages même environnants, les gens ne trouvent pas l'eau à boire, les gens ne trouvent pas à manger, les champs même, c'est difficile pour eux-mêmes pour faire leur engrais et autres là. Donc, si c'est des choses déjà faciles, des terreaux fertiles même pour ces djihadistes. Donc si le gouvernement a pensé à mettre en place une situation qui ne permet pas à ces populations-là d'aller être recrutées, faire recruter par... Il faut déjà féliciter. Et puis moi je salue la bravoure même de nos FDS qui se battent également dans cette région-là. Ce n'est pas facile d'affronter des gens que vous ne connaissez pas. Et qui sont vraiment puissamment armés. Ce n'est pas facile de les affronter. Ce n'est pas facile d'être là et vous êtes surpris en un moment dans votre base militaire. On vient, on surprend, on commence par tirer sur vous. Ce n'est pas facile. Et là, je pense que la sensibilisation est bien passée. Et ça doit continuer au niveau de la population par rapport au fait qu'il y a des gens qui vendent même du carburant, qui vendent même les aliments à ces djihadistes-là, qui se déguisent pour venir en ville. Disons qu'ils les entretiennent. Qui les alimentent. Il y en a. Au temps du général Yak, je pense qu'il a même relevé cette situation-là, où lui-même, il va sur le terrain pour sensibiliser les populations, pour leur dire, ne faites pas ça, parce que ça risque de revenir contre vous, se retourner contre vous. Et ça a été compris, et la sensibilisation a toujours continué comme ça. Et il faut remercier, parce que ça fait déjà ce qu'on appelle
ça perd ce qu'on appelle la cohésion sociale au sein même de la population. Vous êtes là, quelqu'un que vous connaissez, il va, il se forme, il vient vous tuer. Et vous allez vous attaquer à son parent que voilà, c'est ton fils qui est venu nous tuer. Et ça crée même un problème de cohésion sociale au niveau de la région. Et il faut éviter tout ça là, c'est la sensibilisation pour que des jeunes ne tombent pas dans le piège de ces terroristes. D'accord. Oui, évidemment, vous savez, le gros problème que nous avons dans nos pays qui subissent aujourd'hui le terrorisme, le djihadisme et tout ça. Et l'extrémisme violent, il y a une nouvelle expression que les philosophes manipulent bien. L'extrémisme violent. Ouais. Je pense que c'est la pauvreté. L'extrême pauvreté pousse les jeunes à accepter se faire enrôler par des sociétés qui ne connaissent même pas. Et ce qui se fait aujourd'hui, je pense qu'il faudra continuer et même accélérer le processus de mise en place de projets porteurs pour nos jeunes. Vous savez, aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. On parle de l'immigration à travers les océans, à travers la Méditerranée pour l'Europe, etc. Tout le temps, on montre des images où les gens meurent en se noyant, où les gens sont tabassés quelque part, les gens, mais ça continue. Ça veut dire que en réalité, c'est par manque de moyens, par manque d'emploi, que ces jeunes-là se disent l'Eldorado se trouve quelque part, il faut y aller. Dans le cadre de ce djihadisme, ce terrorisme-là, ce qui se passe, c'est que vous voyez un enfant qui sort du village, 1 mois ou 2 mois après, il revient avec une moto, l'argent plein les poches, qui vient dire aux autres, voilà, comment il a acquis ça, hein? C'est lui qu'on utilise pour venir drainer les autres vers ces groupes djihadistes. Aujourd'hui, l'État met à disposition de ces jeunes-là quand même des mécanismes pour l'apprentissage professionnel et maintenant après des emplois pour que ces jeunes-là ne puissent plus quitter ou se déplacer vers ces groupes terroristes-là pour devenir en fait les assassins de leurs propres parents. Je dis, aujourd'hui, il faudrait que nous tous nous réunissions nos efforts pour continuer cette sensibilisation. L'Eldorado ne se trouve nulle part. Chez nous, on peut créer nous-mêmes notre Eldorado. Toutefois, je le dis toujours, nous avons besoin de l'État pour nous encadrer dans ce que nous voulons faire pour les générations futures. Aujourd'hui, la situation qui est là ne nous permet pas de dire que nous avons réussi à faire quelque chose. Par contre, si nous voulons réussir quelque chose, c'est ensemble qu'on peut le faire. Merci. Et donc, nous disons merci au gouvernement ou à l'État pour vraiment son sens d'éveil par rapport à notre sécurité, à la sécurité de nos frères et sœurs de la région des Savanes et par ricochet de tous les Togolais. Parce on va changer de sujet. Quand vous prenez même ces gens, c'est qu'ils cherchent des gens, des zones où les jeunes sont vulnérables. Et ils profitent de leur vulnérabilité pour les embaucher. Dans le temps, vous savez que la région des Savanes, c'est comme elle était laissée à elle-même. Et les gens ne savaient à qui se donner la tête ou mettre de la tête. Et finalement, quand les autres sont venus, c'est que par là, on vous propose des choses. C'est comme les gens cherchent à faire le gain facile, à gagner facilement leur vie. Et ils rentrent en même temps dans ces genres de choses. Mais depuis quelque temps, le gouvernement aussi a encadré, le gouvernement a pris des dispositions pour éviter cette situation de vulnérabilité dans la région des Savanes. Merci, nous ne pouvons que saluer et encourager cela. On va changer de sujet. On les croyait avalés par la 5e République.
les partis politiques et organisations de la société civile ont refait surface avec la reprise des travaux du cadre permanent de concertation CPC. Alors, chers invités, allons-nous assister à un changement de discours conformément aux exigences de la nouvelle République et conformément aux propos du président du Conseil de la République le 29 décembre dans son message vœu à la nation dans l'un de ces trois axes où il prônait l'intégration l'intégration des responsables politiques des formations politiques, etc. Alors, Eric, oui. Comment je pense que... Quelle sera la ligne de conduite à tenir par rapport aux exigences de la 5e République par ces partis politiques et organisations de société civile? Alors, Est-ce qu'ils vont changer de discours? Je pense qu'il faut déjà écouter les formations politiques lorsque il y a eu fuite qu'il y aurait bientôt un dialogue. D'abord, il y a des partis politiques qui ne se sentent pas concernés par la 5e République. Pourtant, nous sommes tous dans la 5e République. Il ne faut pas se leurrer en disant que nous sommes dans une autre République, alors que les lois qui régissent aujourd'hui le pays sont les lois de la 5e République, forcément. Mais est-ce que les gens vont changer d'attitude? Non, on peut pas dire tout de suite oui, parce qu'on ne connaît pas encore leur mode de fonctionnement. Les gens disent nous ne sommes pas d'accord avec la 5e République. Alors, ils sont invités à mener un dialogue dans le cadre de cette République-là. Alors, est-ce que déjà les gens disent nous ne voulons pas aller à un dialogue? On dit venez dans un cadre qui est le CPC. Les gens disent nous ne pouvons pas y aller, en posant déjà des préalables. Je crois que la méthode n'a pas encore changé, et donc on ne peut pas dire que les gens vont changer d'attitude par rapport à la 5e République. Attendons de voir ce qui va se passer, puisque jusque-là, tout le monde n'est pas d'accord à aller au CPC pour le dialogue. Les gens ne sont pas d'accord à ouvrir également un nouveau cadre de dialogue. Donc, oui. Abbas, bien avant que ça redémarre, il a dit, on a entendu et vu des responsables de partis politiques qui, pour réclamer un dialogue, et qui, pour dire qu'ils ne sont pas prêts à participer à un quelconque dialogue, d'où le sens de ma question. Maintenant que le cadre est ouvert, qui ira et qui n'ira pas, et pourquoi? Vous savez, les gens ont fait un peu d'amalgame par rapport à ce dialogue. Parce qu'il y a déjà 6 mois que le dialogue a été suspendu. Ça s'est tenu en septembre dernier. Et après, le ministère de l'administration territoriale était en train de préparer par rapport aux municipaux qui sont déroulés pour mettre les choses en ordre. C'est pour cela que ça a été suspendu et que ça n'a pas vite repris. Donc quand les gens ont appris que le CPC allait reprendre les travaux, le dialogue, les gens disent que non, on veut ouvrir un nouveau dialogue. Ce n'était pas le cas. C'est le CPC qui devait démarrer son travail. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue, c'est qu'il y a crise quelque part. Depuis là, on n'a pas entendu parler de crise. Les gens, quand le dialogue devait avoir, c'est depuis mai 2024. Après même le truc que le vote de la Constitution, bien la mise en place des institutions de la 5e République, que ça devait démarrer. Mais aujourd'hui, la 5e République a été mise en place. Les institutions sont en train d'être mises en place. De quel dialogue on va parler? On va nous parler. Donc c'est pour cela, quand les gens commençaient par s'agiter pour dire qu'il y aura un dialogue, qu'on n'ira pas au dialogue, on n'ira pas. Ce n'est pas un dialogue. C'est le dialogue là qui s'annonçait au niveau du CPC. Et c'est pour cela que
le CPC, quand il s'est retrouvé le 19 dernier, il a mis des points. Il a parlé sur des points. L'organisation de nouvelles élections, comment ça va se passer dans la 5e République avec la nouvelle chose. La CENI, comment est-ce qu'il faut l'organiser. Et tout ça là, les réformes, mais également du CPC, comment l'organiser pour qu'on puisse l'élargir. Mais seulement ce qui s'est passé, et puis les gens n'ont pas... C'est comme le CPC là, les travaux, ou bien l'organisation n'a pas été bien faite. C'est-à-dire le fait qu'on ait pris le téléphone pour appeler les gens à quelques heures de cette rencontre, de ce rendez-vous. Donc il fallait le préparer et envoyer des lettres dûment signées en bonne due forme à tous les... C'est comme ça a été improvisé. On envoie des lettres à tout le monde, comme on veut parler de l'élargissement du CPC, même de l'organisation des élections, avec des documents. Alors, vous les renvoyez 3 jours après, avant même la réunion, bien une semaine avant la rencontre, on les renvoie et puis les gens vont dire qu'ils vont faire leur programme pour arriver. Mais on ne peut pas, pour faire quelque chose, appeler téléphone à quelques heures même du début des choses pour dire qu'ils vont venir. Donc je pense qu'il faudrait revoir la manière d'inviter les gens au dialogue pour la prochaine fois. C'est ça qui a fait un peu de quoi que sinon le CPC a démarré avec un nom du jour bien précis, puisqu'on a mis en place une commission, bien 3 commissions comme ça qui vont étudier sur les questions qui ont été annoncées sur le dialogue afin de permettre à tout le monde d'être impliqué dans ces discussions. D'accord. Alors, Eric, je vais peut-être appuyer ce que Abbas vient de dire. Évidemment, si ce n'est que le CPC qui reste le cadre de discussion, je crois qu'il y a eu un vice de forme dans la convocation des gens pour ce CPC. Mais toutefois, je dis, la politique aussi, c'est de l'élégance. Hein? Et si quelqu'un vous appelle au téléphone pour participer à un dialogue, puisque, je le dis toujours, le dialogue est important pour nos pays parce que nous n'arrivons pas à être tous au Parlement. Nous n'arrivons pas tous à être dans les instances de décision du pays et donc nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir échanger sur le développement du pays. Et par conséquent, les dialogues sont tellement importants qu'il faut quand même y aller. Et donc, lorsque quelqu'un vous appelle pour vous dire venez à un dialogue le lendemain et tout ça, alors de façon très élégante, on lui répond, nous avons notre programme, nous sommes un parti politique organisé, nous ne pouvons pas répondre à votre invitation sur la date prévue, mais donnez-nous une semaine, 2 semaines, un délai raisonnable pour que nous puissions venir participer à ce dialogue. Ou, si c'est par courrier, répondez par courrier. Et je crois que même si vous n'allez pas participer à ce dialogue, c'est de cette manière-là qu'il faut le faire. Mais à chaque fois, il faut polémiquer sur des choses, de petites choses, je pense que c'est de la politique politicienne, tout simplement. Voilà, merci. On va changer de sujet, de sujet en sujet. Un procès international est lancé par le Ghana contre le Togo par rapport au corridor Lomé-Accra. Que vient encore chercher cette histoire au XXIe siècle, cette histoire du corridor Togo-Ghana? Ouais, vous savez, frontière maritime. Le gouvernement. Ça tourne autour de Togo-Britannique. Oui, le gouvernement a pris soin d'expliquer ce problème dans son communiqué juste après le Conseil des ministres. Mercredi dernier, pour dire que, entre-temps, il y a des conflits qui interviennent au niveau de cette frontière maritime-là. Il y a des problèmes entre le Togo et le Ghana. Peut-être c'est un problème de pêche et autres que les uns et les autres sont en train
se reprocher pour dire que pourquoi tu viens sur ma zone, alors que la frontière là n'est pas délimitée. C'est resté comme ça. Et au même moment, depuis quelque temps, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, depuis 2018 même, il y a les deux commissions de la mer au Togo et celle du Ghana, qui sont en train de discuter sur la question. Le Togo cherchait des solutions à l'amiable et le Togo a engagé un dialogue avec tous. Et en 2019 également, même la dernière fois, je crois c'est en 2023, il y avait une rencontre entre le Togo et le Ghana. Ces deux commissions-là qui sont retrouvées, c'est la commission du Togo est conduite par l'ancien ministre Npoku Damepi. Donc, et là, ça était en train d'évoluer quand le Togo a appris que le Ghana a porté l'affaire devant le tribunal de l'ONU. Très souvent, c'est comme ça se passe. Si vous ne vous entendez pas, c'est les règles de choses. Vous pouvez aller chercher un arbitre. Et le Ghana a choisi de se faire arbitrer au niveau de l'ONU. Ils oublient que le Togo aussi a beaucoup de... Le Togo britannique est là-bas, on n'a même pas encore entamé pour dire que nous voulons récupérer notre pays là-bas. Notre portion de terre qui est là-bas. Quand vous prenez, le Togo s'arrête jusqu'à au-delà du pont Sogankopé. Et vous allez voir que à partir de Sogankopé, en venant de Sogankopé jusqu'à la frontière à Plao, ce n'est pas aménagé, ce n'est même pas bien chose. Le Ghana ne veut même pas parce qu'ils disent qu'un jour le Togo pourrait reprendre sa partie-là. Mais aujourd'hui, le Togo dit il comprend, mais il croise les doigts. Il va voir le Togo aussi en train de préparer sa défense pour aller. Parce que quand quelqu'un t'amène quelque part, tu ne peux pas rester les bras croisés et dire que non, ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent. Mais le Togo aussi prépare sa défense. Et s'il le faut, on pourra encore parler du Togo britannique. Parce que, en fait, le Togo britannique, ce n'est pas fait au niveau des Anglais. C'est depuis le Togo allemand. Oui. C'est depuis le Togo allemand que ça a été partagé. Nous avons une portion également à Agoué, on appelle Agouégan. Oui. C'est No Man's Land qu'ils appellent ça là-bas. Mais au Ghana, ce n'est pas No Man's Land, mais c'est le Togo britannique qui est là-bas. Ils appellent ça Togo britannique. Donc, en tant que les Togolais qui étaient là-bas ont organisé des manifestations pour dire qu'ils veulent leur autonomie pour être rattachés au Togo. Mais ils ont été sérieusement molestés dans cette zone-là et certains même ont été emprisonnés. Aujourd'hui, c'est que le Ghana donne également l'occasion au Togo aussi de préparer sa défense et de pouvoir dire que nous allons aussi récupérer définitivement notre territoire. Parce que le Ghana, quand il a commencé par dire que il y a des ressources halieutiques et les ressources pétrolières et puis du gaz dans cette zone, donc il faudrait que ça leur revienne. Voilà, Eric, l'affaire est tellement sérieuse qu'une conférence de presse a été organisée par le gouvernement pour situer l'opinion sur la question. Alors, je ne sais pas si la délégation de l'Union y était. Évidemment. Qu'est-ce qui a été retenu en fin de compte ma compréhension de cette situation. Depuis 8 années, effectivement, à chaque fois qu'il y a eu une rencontre entre la commission togolaise de règlement de ce conflit maritime là, donc il ne date pas d'aujourd'hui. Non, depuis 8 ans, depuis 2018, nous avons toujours écrit là-dessus, tout en pensant que les deux parties vont trouver un terrain d'entente par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se dise clairement les choses ici. Il y a une convention des Nations Unies sur le droit de mer. Cette convention-là permet aux pays de gérer leurs ressources halieutiques, leurs ressources sur la mer, que ce soit des ressources biologiques ou non biologiques, etc. Et donc, le Togo est allé dans ce cadre-là
pour pouvoir régler ce conflit à l'amiable avec le Ghana. Donc, c'est avec une certaine curiosité que nous avons appris récemment que le Ghana a voulu plutôt aller devant le tribunal international des Nations Unies pour que la justice internationale règle définitivement ce conflit. Alors, sur la mer, on parle de quoi? On ne parle pas de la côte. On parle de la haute mer. Regardez un peu le soir. Quand vous allez au niveau de la plage, vous regardez le nombre de navires qui se trouvent en rade. C'est des navires qui viennent rester là parce que la côte est protégée et ces navires-là peuvent y rester dans la nuit et pouvoir continuer ou aller accoster au port autonome de Lomé en journée. Et donc, quand vous regardez tout ça, vous allez constater que la portion utilisée dépasse la frontière qui se trouve au niveau du Togo à Aflao. C'est-à-dire que ce n'est pas rectiligne. Et donc, ça veut dire que depuis des années, le Togo a toujours utilisé en haute mer ces frontières-là, cette portion-là. Mais depuis un certain temps, le Ghana a commencé par exploiter du pétrole du golfe de Guinée en haute mer, sur le plat du Togo. Non, pas encore. D'accord. Justement, c'est parce que, ayant commencé cela, le Ghana a su qu'il y a du pétrole de l'autre côté. De l'autre côté, et il faudra aller prendre toute la portion là pour avoir encore plus de ressources. Le Togo, si le Togo n'a pas cette portion-là qu'elle a toujours utilisée, parce que aujourd'hui, quand vous parlez de Togo britannique et tout ça, vous prenez la frontière du Togo dans son entièreté avec le Togo britannique, vous allez voir que cette portion-là fait intégralement partie du Togo. Et donc, aujourd'hui, nous avons un ministère de l'économie maritime. Alors, ça veut dire que toute l'économie, même la pêche qui doit se faire sur cette bande-là, doit être gérée par ce ministère. Toutes les ressources qu'on pourra tirer de l'océan à partir de cette portion-là, ces ressources-là doivent être exploitées par le ministère de l'économie maritime. Mais ce que le Ghana veut faire aujourd'hui en privant le Togo de cette portion-là, c'est que l'économie maritime togolaise est carrément anéantie. Et donc, en allant vers les juridictions internationales, le Ghana veut s'approprier cette portion-là, alors que le Togo a des arguments bien solides pour pouvoir aussi contrer ce qui va... Et comme ça, on pourra peut-être définitivement régler ça. C'est pour ça que le Togo dit que, oui, évidemment, c'est écrit dans la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, c'est bien dit que si vous n'arrivez pas à régler à l'amiable vos conflits, vous pourrez aller vers les tribunaux internationaux pour pouvoir le faire. Et donc, le Togo aussi va s'apprêter à le faire, à affronter le Ghana sur ce plan. Le Togo avait pensé que sur le plan technique, comme ils avaient commencé les discussions, à un certain moment, le Ghana a compris qu'en réalité, tout ce qu'ils ont eu à discuter techniquement allait pencher du côté du Togo, et puisqu'ils allaient mettre en place maintenant le mécanisme de délimitation de cette portion en haute mer, ce que le Ghana n'a plus voulu et a dit qu'il va aller devant les tribunaux. D'accord. Vivement que les autorités togolaises auront des arguments suffisants pour pouvoir vraiment se défendre et que définitivement ce problème soit résolu.
Là, nous allons terminer avec le sport, avec votre permission et avec la permission de la technique. Les éperviers, ce n'est pas de nos habitudes, mais on en parle. Les éperviers du Togo ont un nouvel entraîneur depuis la semaine dernière. Patrice Neveu, c'est son nom, de Otto Fista, et à Claude Roy, en passant par Tom Saint-Filtre, que certains se plaisaient à appeler Tom Saint-Filtre, et récemment Nibombe Daré. À chaque fois, Eric, on a applaudi un nouvel entraîneur ou un nouveau coach, mais depuis là, rien. Après les applaudissements, c'est les grincements de dents. Est-ce que le problème des éperviers est vraiment un problème de sélectionneur ou d'entraîneur? Eric? Je ne le pense pas. Forcément, je dis, quand le pays décide de prendre un nouvel entraîneur, c'est qu'on reconnaît en cet entraîneur-là des qualités intrinsèques de pouvoir amener le football togolais loin. Malheureusement, on constate que sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. Moi, je dis toujours que quand en 2006, nous tous, nous étions contents parce que le Togo est allé pour la première et certainement depuis la dernière en Coupe du Monde. Oui. C'est parce que nous avions des compétiteurs. Et les compétiteurs, ce sont les joueurs de l'équipe nationale. Oui. Et ces joueurs-là étaient en jambes parce que c'était des joueurs qui étaient en compétition dans leur club. C'est des joueurs qui jouaient dans leur club. Il n'y avait pas de joueurs qui n'avaient pas de club qu'on faisait venir. Il n'y avait pas de joueurs qui se trouvent dans un club qui n'a pas de temps de jeu qu'on faisait venir. Mais on avait des compétiteurs. Je crois que le vrai problème se trouve aujourd'hui au niveau des joueurs que nous faisons jouer. Je pense que tous les entraîneurs qui sont passés sont tombés dans un piège. Et ce piège-là, je crois que c'est le public sportif togolais qui met ces entraîneurs-là dans ce piège. Parce que lorsque il y a un joueur qui a un nom, qu'on ne fait pas jouer, c'est que ce coach-là ne connaît rien. Et les coachs sont poussés parfois à aller prendre des joueurs qui n'ont pas de compétition en jambes pour faire jouer. Mais ce n'est pas logique. Et donc, parfois, il y a le public aussi qui joue énormément sur la psychologie des entraîneurs. Et maintenant, les joueurs, quand eux-mêmes, ils sont en sélection nationale, est-ce qu'ils ont un objectif précis? Est-ce qu'ils viennent jouer pour le pays ou bien ils viennent se faire un nom et retourner dans leur club de provenance? Et donc, il y a un problème qui se trouve au niveau même de l'organisation de la Fédération togolaise de football. La fédération, le gouvernement, le ministère, et ils s'asseyent et ils disent, nous voulons avoir un coach professionnel. On envoie le coach professionnel, mais les résultats ne sont pas les résultats escomptés, tout simplement parce que les coachs, les entraîneurs là manquent quand même de moyens en termes de personnel, en termes, regardez, ils font combien de matchs amicaux? C'est vrai. De moyens financiers également pour pouvoir faire le job. Abbas, nous avons connu Roch Nyasingbe, Tata Vlessi, Amei Gabriel, etc. Les Claude Leroy récemment, les Tom Saint-Filtre, les Otto Fista, et puis jusqu'à présent, et depuis là, on tourne en rond. Est-ce que c'est vraiment un problème d'entraîneur que le Togo a, les éperviers ont? Je ne pense pas que ce soit un problème d'entraîneur ou de sélectionneur. Parce que quand vous prenez, il faut la volonté et les moyens politiques pour faire développer le football. Vous savez, on manque de joueurs. Pour le moment, on n'a pas encore... Il est pressenti être sélectionneur du Togo.
il n'a pas encore signé le contrat. D'accord. Ça devait être fait, ça devait se faire le samedi dernier, mais on a reporté ça sur demain. Si demain quelque chose arrive et puis il ne signe pas, c'est qu'on n'a pas encore de sélectionneur. Pour le moment, il est pressenti. La preuve, il est venu là, dû visiter d'abord. Ouais, on lui a dit, il dit qu'il veut visiter les se rassurer, hein? les sites où nous faisons, comment les terrains sont conçus. Si demain, il dit que non, ce que j'ai vu là, ça ne peut pas me permettre de faire le choix d'être même entraîneur, parce que ce que moi je prévois dans mon projet de football que je propose, les infrastructures sportives que j'ai vues là, ça ne peut pas me permettre. Il va dire que je ne peux pas signer, parce qu'il ne va pas signer pour que demain, il ait des problèmes. Et c'est ce que les autres n'ont pas fait. C'est vrai. Vous Il faudrait venez aussi aussi qu'on lui présente une équipe type de départ. de départ. Comment est-ce qu'il va travailler? On sait que Neveu, il est là, il a fait qualifier certaines équipes, il a fait puis la Mauritanie, je crois. Mais aujourd'hui, il vient au Togo. Le Togo a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de joueurs comme ça. La formation même des jeunes, il n'y en a pas. Les centres de formation, c'est maintenant que ça est en train de venir, mais on n'a pas encore de joueurs. Pour faire qualifier une équipe, il faudrait commencer comme au temps de Gueulaire, au temps de Keshi. Oui. C'est-à-dire, c'est l'élite nationale, l'équipe nationale. On forme le local. On forme les joueurs au niveau local et on les monte. S'il y a match, on fait venir au moins 2 ou 4 de l'extérieur pour venir. Mais on ne peut pas dire que nous avons une équipe et on va aller chercher des joueurs dans un championnat azerbaïdjanais ou dans des choses où les gens ne jouent pas, alors que ceux-là qui sont sur le terrain aujourd'hui dans nos championnats jouent mieux que ces messieurs-là. Quand je regarde certains petits matchs, donc, le championnat, même les petits, les jeunes, là, ils viennent là. Il faudrait constituer tout ça là et faire de telle sorte qu'on ait une équipe locale, constituer l'équipe, et à chaque fois cette équipe locale là s'entraîne avec le sélectionneur qui peut faire son travail. Mais s'il faut dire qu'il vient, s'il y a un match là, on fait appel à des gens, à des binationaux qui arrivent, qui descendent sur le terrain, et les autres ils arrivent là, c'est qu'ils ne connaissent pas les réalités du terrain. Ils ne mouillent même pas le maillot, il n'y a pas de volonté. Quand vous prenez comment on a fait pour aller en 2006, même jusqu'en 2013 où le Togo a allé en quart de finale, vous voyez les joueurs qui jouaient et ils se donnaient parce qu'ils se faisaient le long. Ils ont la hargne même de gagner, de dire que nous voulons gagner. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez nos binationaux qu'on amène comme des buteurs, mais les gens jouent comme des blancs, ils ne veulent pas se faire blesser. Et là, finalement... Les blancs ne jouent pas pour gagner. Non, ils ne jouent pas, ça, ils ne sont pas agressifs. Quand les gens jouent comme des blancs, c'est quand même curieux. Mais c'est parce que ils n'ont aucun objectif en réalité. Voilà, c'est l'objectif, c'est ça. J'aime pas dire que c'est les blancs jouent aussi. Les blancs jouent, ils jouent chez les blancs. C'est une figure de style. C'est une figure de style. Ça veut dire qu'ils jouent comme ils veulent se mélanger. Ils se ménagent. Donc, ils ne se gênent pas. Donc, c'est ça. Les blancs mouillent le maillot. Non, c'est-à-dire, ils font comme s'ils viennent de l'Europe là. Ils veulent faire. C'est-à-dire, ils se font des choses là et puis ils ne veulent pas se donner. Et ils viennent à la fin là, ce qu'ils veulent là, c'est leur per diem là, bien leur émolument. Ils sont mieux payés que dans le temps. Oui, leur per diem leur permet de régler des problèmes de famille et puis ils partent. Et c'est ça qui fait. C'est malheureux. Aujourd'hui, il faut enlever ça. C'est Duarte qui est venu, il voulait faire ça et il dit il faut de l'agressivité même, pas agressivité pour aller blesser quelqu'un. Devant les buts, il faut être agressif. Il faut avoir la hargne de gagner. Mais si tu n'as pas la volonté de jouer, de gagner, vous voyez, le meilleur buteur dans un championnat, c'est Fodo là-bas. Mais quand il vient ici, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est curieux. Le meilleur buteur. Fodo là-bas, quand on le voit jouer de l'autre côté là-bas, mais c'est le meilleur buteur. Mais ici, il n'arrive pas à faire. Et pourquoi? On ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas la cohésion. Il n'y a pas la cohésion. Peut-être ça aussi. Il est meilleur là-bas avec les meilleurs. Et il vient ici, tombe dans le nid des... Les gens ne veulent pas se donner. C'est vrai. Quand on a fait pour aller en Coupe du Monde, vous voyez comment les Koubadia Kader jouaient. C'est vrai. Les Adé Bayor, comment ils jouaient. Djima Oyaole, Oloufade.
comment les gens Tiangaï, se donnaient. Tiangaï. Les Tiangaï. Personnel. Mais eux tous, ils jouaient dans leurs équipes respectives. Hein? Et donc là, il n'y avait pas de problème. C'est des gars, c'est des compétiteurs. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a plus de compétiteurs. Il faut se dire la vérité. Vous changez d'entraîneur. Ce qu'on a fait à Nibombe, et je suis désolé, Nibombe, il aurait pu faire le boulot. Malheureusement, il n'avait pas sous la main les bons éléments pour pouvoir travailler. Les bons éléments, il est sélectionneur. D'où devait-il avoir les bons éléments? C'est lui qui devait les chercher. Alors, c'est ça? Techniquement, il y a un problème. Si Nibombe pouvait faire une équipe nationale avec les locaux, oui, qui doit peut-être sortir, parce qu'en réalité, c'est des compétitions. Il faut sortir, il faut faire des matchs amicaux pour pouvoir maintenir une cohésion. Et après, trouver des expatriés pour... Oui, mais je crois que... Est-ce qu'il a tenté de former une équipe type et à quel niveau il a été bloqué? Et maintenant, le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas donner 2 ans, 3 ans à un entraîneur pour relever le défi. Il faut un minimum de 5 ans parce qu'il doit commencer par la base. Il faut commencer par former les jeunes. Et comment il s'appelle, Claude Leroy avait essayé avec l'histoire de graines, les jeunes là, qu'il allait chercher sur toute l'étendue du territoire où on les mettait en compétition. Et il a voulu faire quelque chose. Mais tout de suite, à cause des mauvais résultats de l'équipe nationale A, Claude Leroy a été écarté. Il aurait pu faire quelque chose si on lui laissait encore 2-3 ans. C'est un avis, hein, mais je pense qu'il faut forcément commencer par, on se dit, ok, le nouvel entraîneur est là, c'est pas un contrat de 2 ans, c'est un contrat de 5 ans, mais nous voulons des résultats à partir de la 5e année. Si vous voulez des résultats à partir de cette année, mais je ne crois pas que vous aurez gain de cause. Hein, c'est très important. Donc, je dis, il faut mettre les moyens aussi au niveau de l'ensemble de la structure, hein, la fédération et tout le staff technique pour pouvoir faire le travail. Oui, l'autre question, pourquoi ne pas recruter un entraîneur local comme le recommande notre plan national de développement? L'entraîneur local, c'est le niveau. Maintenant, c'est le papier. C'est-à-dire, on ne recrute pas même aujourd'hui pour faire un entraîneur, même pour faire le staff, même s'il ne veut signer demain. S'il y a le staff à former, il doit avoir ceux-là qui ont déjà les diplômes d'entraîneur pour que ça puisse aller. Sinon, Abalo Dossé pouvait être un entraîneur. Pourquoi pas? D'autres, comme là, Kofi Komla, ils peuvent être aussi des entraîneurs locaux, mais c'est le niveau. C'est leur niveau. Aujourd'hui, le football, il faut quand même le dire, c'est une entreprise. Il faut gérer ça. Il faut gérer ça à partir du papier. C'est vrai que moi, personnellement, je me dis, on aurait pu laisser encore du temps à Nibombe pour faire ce travail-là en tant qu'entraîneur local. Oui. Il n'a pas voulu. Et pourquoi pas notre Adebayor? Et est-ce qu'il a voulu faire cela? Est-ce qu'il est allé à l'école d'entraîneur et tout ça? C'est ça le problème. Il dit qu'il ne veut même pas prendre ça. D'accord. Il dit qu'il ne veut pas. En tout cas, nous espérons et nous prions que le nouvel entraîneur ou le nouveau coach puisse vraiment nous redonner la joie du football. Nous prions pour ça. Et comme le disait Abbas, il ne faut pas commencer par applaudir. Il faut attendre vraiment la signature du contrat parce que là, ce n'est pas encore gagné. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers confrères. Senior Eric Johnson, patron du journal L'Union. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. El Hadji Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation également. C'est moi qui vous bon retour chez vous et bon carême. Bon suite de carême chacun
dans sa ligne. Carême musulman, carême un chrétien catholique. Non, vous dites que vous n'êtes pas catholique. Alors, vous êtes sympathisant catholique. Et musulman aussi. Oui, un coucou à un monsieur, un certain Martin Messi. Il est PDG de Wanam International. C'est une école supérieure à qui je fais un coucou. Merci surtout à l'équipe technique qui s'est vraiment mobilisée avec tous les aléas techniques à nous mettre en orbite. Amouzo Messan devant moi, devant nous et derrière de caméra. Prince Agbessi et Alexandre Tchalim s'affairaient de l'autre côté de la régie pour nous distribuer sur vos petits écrans. Je suis Eric Tanandé, le prince héritier de la Bina. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très loin. Mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui s'y passe. C'est de Thomas Sankara. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très bien loin, mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui s'y passe. Thomas Sankara. Bonne méditation. À dimanche prochain.